Montaigne, c'est ton pote plus brillant que toi, c'est ton pote qui a plus réfléchi que toi et qui te parle de sa vie, de ses réflexions, de ses angoisses. La Stachemou déjà, donc c'est une moustache de génie et qui se met à pisser et qui noie tous les Parisiens dans son urine. Déjà la casquette, ça vaut le top. Ça vaut le top largement. Un mec comme moi qui a pas lu tous ces grands auteurs se retrouve là. Avoir en charge l'éducation littéraire de vos enfants, c'est chaud. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 2 de Café sans sucre, l'émission où on est en mode détente, café, discussion autour de sujets qui nous intéressent, notamment la littérature. Donc allez-y, je vous en prie, allez vous chercher un café, un thé, une tisane, un verre de vin, sauf si vous êtes mineur. Bref, mettez-vous bien, on va discuter tranquillement aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. On part pour la tier list des écrivains français. Déjà, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire ça ? C'est ça. C'est un numéro du magazine littéraire, magazine auquel j'ai été abonné pendant un certain temps. C'est le numéro 554 et qui m'avait interpellé quand je l'avais reçu il y a quelques années, puisque le magazine littéraire avait commandé un sondage tout à fait intéressant, un sondage autour de la question suivante: quel écrivain français incarne le mieux la France, en France et à l'étranger ? Il y avait du coup 35 auteurs proposés et puis les gens sondés devaient répondre un petit peu ce qu'ils en pensaient. Et c'est super intéressant de voir les résultats de cette enquête, et puis du coup ça a permis aussi du coup de dégager 35 grands écrivains français de différentes périodes. Et je me suis dit que ça serait amusant. Alors la mode de la tier list est complètement passée, hein, ça a au moins 2 ans je pense, mais je me suis dit que c'était un petit exercice marrant et sympa de discuter autour de ces grands auteurs et de voir un petit peu comment on pouvait les classer. Donc faut le prendre comme un jeu. Prends ça comme un jeu. Évidemment les 35 auteurs qui sont là, hommes et femmes de toute époque, voilà, c'est tous des très grands auteurs, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat là-dessus, mais malgré tout on va quand même en discuter et puis on va passer un petit moment là-dessus. Premier reproche que je ferai quand même au sondage, c'est que du coup il y avait une présélection d'auteurs, c'était pas complètement libre, et peut-être que les résultats auraient été un petit peu différents si ça avait été totalement libre. Il y a quand même pas mal de grands noms qui ont été oubliés dans ce sondage, et je vous demande du coup de me mettre dans les commentaires si vous voyez s'il y a des auteurs vous vous dites c'est fou qu'ils soient pas dans le classement. Moi il y en a plusieurs pour qui ça m'a fait ça, donc j'ai déjà ma petite liste des oubliés de ce classement, mais je l'alimenterai volontiers avec vos propositions, et puis on fera un épisode plus tard où on enrichira ce tableau là, ou alors on fera carrément un tableau des oubliés, c'est possible, mais ça serait super intéressant aussi du coup qu'on partage là-dessus quels sont les grands auteurs qui incarnent d'après vous la France et qui sont oubliés de ce classement. Pourquoi cette question pour la France, pour la littérature française ? Et bien pour une raison très simple. La question est que ça fait débat en fait. Pour les autres grandes nations européennes, il n'y a pas match. Pour les Italiens, c'est Dante. Pour les Allemands, c'est Goethe. Pour les Espagnols, c'est Cervantes. Pour les Anglais, c'est Shakespeare. Pour nous, c'est plus compliqué que ça. Et du coup, ce sondage, il était intéressant de ce point de vue-là. Alors, ce que je vous propose de faire, on va couper cet épisode en 2. Donc, on fait une première moitié cette semaine, et puis on fera la deuxième moitié samedi prochain. Là, on va faire les 20 premiers, les 20 derniers du classement, et puis les 15 derniers, le top 15, on le fera, on complétera la semaine prochaine. Alors, on est parti. Comment j'ai réparti tout ça ? Voilà le tableau. Vous avez du coup les 35 auteurs qui sont en bas, et puis on va les classer dans ces 5 catégories. D'abord les génies, ceux que je considère comme des génies. Ensuite, ceux que je considère comme des tops, des auteurs top, mais qui sont pas forcément au niveau des génies. Ensuite, les auteurs sous-cotés, parce qu'il y en a que je trouve incroyables dans cette liste et qui mériteraient d'être plus connus ou qui n'ont pas forcément une bonne réputation. Ensuite, il y a la catégorie pas ma cam. Alors ça, c'est ceux que j'aime pas trop. Voilà, je dis pas que ce qu'ils font c'est de la daube, je dis juste que moi j'aime pas. Voilà, c'est ceux, j'ai lu, j'ai essayé, j'ai pas aimé. Et dernière catégorie, ceux que j'ai pas lus. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même pas mal dans l'équipe que j'avais pas lu, ou en tout cas pas suffisamment pour avoir un jugement hyper concret, complet, intéressant, pertinent sur eux.
Je vous propose de partir, je vous donne leur pourcentage à chaque fois du coup dans le sondage, hein, combien ils ont obtenu, et on commence du coup par les derniers. Alors le tout dernier, c'est Stéphane Mallarmé. Alors Stéphane Mallarmé, il a eu 0%, c'est-à-dire que personne n'a voté pour lui. C'est un petit peu le cheminade de la littérature française, c'est triste, c'est très triste. Alors Stéphane, je vais le mettre dans pas ma cam. Parce que le problème de Stéphane Mallarmé, c'est qu'il souffre de l'hermétisme de son écriture. Petite anecdote sur Mallarmé, il a écrit à une époque où il y avait pas mal d'attentats anarchistes, des attentats violents, hein, des assassinats, etc. On se souvient de la princesse Sissi assassinée par un anarchiste, etc. Une époque où les anars étaient assez chauds, et où il y avait eu un attentat à l'Assemblée nationale en France, un anarchiste qui avait jeté une bombe artisanale dans l'hémicycle, qui avait fait des blessés mais pas de morts, qui avait été jugé derrière, je crois qu'il avait été exécuté d'ailleurs, et un journal avait demandé à beaucoup d'écrivains et de penseurs et d'artistes de l'époque ce qu'ils pensaient de ça. L'idée c'était un peu de débusquer les penseurs, les intellectuels proches de la mouvance anarchiste. Ils disaient tous ou je suis d'accord ou je suis pas d'accord, et Mallarmé avait fait une réponse intéressante. Il avait décalé un petit peu le débat. Il disait le problème de la bombe, c'est qu'elle éclaire les choses, donc ça c'est bien, mais elle éclaire de manière tellement brutale et violente qu'elle aveugle. C'est pas une lumière qui permet de voir la vérité, c'est une lumière aveuglante. Et lui il dit effectivement ce monde a besoin d'être réformé, d'être modifié, d'être transformé, d'être reconstruit, d'être repensé, mais c'est un monde qui n'a pas besoin de bombes pour ça. Il faut d'abord le déconstruire pour le reconstruire derrière. C'est intéressant de ce point de vue-là parce que c'est un peu comme ça qu'il fonctionne dans ses textes. C'est un peu des textes casse-tête, un peu des textes énigmes. C'est au lecteur de remettre les choses dans l'ordre. Son texte est déconstruit et c'est à nous de le reconstruire pour comprendre sa pensée. Alors déjà en poésie c'est compliqué, mais alors, il faisait ça dans des discours, c'est-à-dire que le mec parlait pendant 15 minutes, personne ne pannait rien à ce qu'il racontait, et c'est après quand les gars avaient le texte écrit, en remettant les trucs dans l'ordre, en remodifiant, ils disaient « Ah, le mec il voulait dire ça ». On est à ce niveau-là. Donc effectivement, Mallarmé, de prime abord, c'est incompréhensible, et même pour les gens passionnés, hein, c'est très très compliqué. Moi j'avais suivi des cours à la Sorbonne en master sur Mallarmé, c'était passionnant, mais j'ai rien retenu, c'était ultra compliqué. Enfin j'ai retenu l'anecdote que je viens de vous donner, et qui avait suffi à me faire comprendre pourquoi je captais rien en fait. Voilà. Donc Mallarmé il souffre de ça, c'est pour ça qu'il a eu 0%, et c'est pour ça que je le mets dans pas ma cam, parce que moi j'aime quand ce que je lis m'apporte quelque chose. J'ai pas envie de lire un casse-tête. Voilà. Si j'ai envie de lire un truc pas compréhensible, je lis pas de la poésie, je lis autre chose. Voilà. Alors ensuite, numéro 2, Paul Valéry. Paul Valéry qui est là, je le mets dans la catégorie des pas lus. Alors je vais quand même regarder un petit peu, parce que ça se trouve j'ai lu des trucs, je m'en rappelle plus. Qu'est-ce qu'il a écrit, Polo ? Déjà, moustache swag. Déjà il a un point moustache, clairement. Ça fait plaisir. Ah ok, il a été président de l'Union française pour le sauvetage de l'enfance. Ça c'est bien. Académicien, c'est moins bien. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Donc oui, c'est un poète, effectivement. J'ai dû lire des poèmes, hein, mais est-ce que j'ai lu vraiment des trucs en entier ? J'ai rien lu en entier, c'est une certitude. Donc je le mets dans les pas lus. Mettez-moi dans les commentaires, les fans de Paul Valéry, par quoi il faut commencer. Si je devais lire qu'un seul bouquin de Paul Valéry, ce serait lequel, pour me faire une idée du gars. Je vais vous proposer ça à chaque fois qu'il y a des auteurs pas lus. Hein. Je vais vous dire, dites-moi par quoi commencer, conseillez-moi, et puis je les lirai, et puis on mettra à jour aussi, par rapport à ce que... On va essayer de vider cette catégorie bleue, et puis de les classer dans les 4 autres catégories. Bon, voilà pour Paul Valéry. Lui, il avait eu 1%, ce qui est pas ouf. Ensuite, on a Louis-Ferdinand Céline, 2%. Alors Céline, évidemment, c'est pas pour le talent d'écrivain qu'il a eu que 2%, c'est parce que on n'a pas forcément envie, vu que la question c'était quel est l'écrivain national pour les Français, qui nous représente le mieux. Voilà, je comprends que beaucoup n'aient pas choisi Céline, de par ses écrits hyper vénères, hyper véhéments, hyper agressifs, hyper antisémites, de la suite de sa carrière, même si tout le monde salue Le Voyage au bout de la nuit. Moi je dirais sous-coté. Je le mettrais dans les sous-cotés, pour une raison très simple, c'est que on le réduit beaucoup à ça, à cette image sulfureuse.
qui existe, hein. Je veux dire, je dis pas que c'est bien. En plus, il y a une collègue qui me disait il y a pas longtemps qu'apparemment il était sorti il y a pas longtemps que Céline aurait vendu des juifs pour pouvoir acheter du papier pour pouvoir continuer à écrire ses romans, ce qui du coup serait chaud. Très très chaud. Donc effectivement ce côté-là prend le pas sur tout le reste et c'est dommage parce que alors moi j'ai lu que Le Voyage au bout de la nuit, hein. J'ai pas lu le reste, mais Le Voyage au bout de la nuit c'est incroyable, et son jeu sur la langue, son travail sur la langue française, la modernité de son écriture et en même temps son accessibilité, c'est incroyable. Et il est peut-être avec Proust au niveau de la langue et de l'écriture et de la révolution de la langue, il fait partie des tout meilleurs du XXe siècle, quoi. Et malheureusement pour lui, c'est gâché par son tempérament. Et tempérament, je parle de ça parce qu'il voulait être publié dans la Pléiade de son vivant. Il a envoyé des lettres d'insultes à Gallimard toutes les dernières années de sa vie. Il a harcelé l'éditeur de la Pléiade pour être publié dans cette collection de son vivant, et ce qui lui a toujours été refusé. Dès qu'il est mort, on l'a publié en Pléiade. Et puis ses idées ultra antisémites et ses œuvres hyper antisémites, hyper agressives, hyper violentes, quoi. Donc voilà, c'est dommage que ça ait pris le pas sur son talent d'écrivain. Beaumarchais ensuite. Alors Beaumarchais, pareil, je vais fouiller un peu parce que Beaumarchais, je suis sûr d'avoir lu des œuvres de lui, mais lesquelles? Voilà. Ah bah oui, Le Barbier de Séville, tout à fait. Très, très sympa. Et Le Mariage de Figaro, bien sûr. Et c'est tout ce que j'ai lu de Beaumarchais, qui a pas écrit énormément de choses non plus, hein. Beaumarchais, top. Voilà, top sans plus. Beaumarchais, combien? 2%. Alors ensuite, on a Denis Diderot, 3%. Alors Diderot, je vais le mettre dans les pas lus. Évidemment, j'ai lu des extraits. Et évidemment, j'ai lu des extraits de l'encyclopédie qu'il avait écrite avec d'Alembert, sans que ce soit particulièrement ma came, l'encyclopédie. Enfin, je préfère la fiction, moi, en fait. Donc voilà. J'ai essayé plusieurs fois Jacques le Fataliste, sans succès. J'ai jamais réussi à aller loin parce que voilà. Ouais, beaucoup de choses quand même. Donc Jacques le Fataliste, j'ai jamais fini, mais voilà, il faudrait que je le fasse un jour, mais vraiment c'était compliqué. Et moi j'aimerais bien lire La Religieuse, j'ai une super anecdote sur La Religieuse, en plus je ferai un numéro de l'anecdote là-dessus, donc je vais peut-être me chauffer là-dessus. Les fans de Diderot, il y en a, hein. Les fans de Diderot, dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous me conseillez pour commencer. Je vais essayer de faire l'effort de rendre à Diderot ce qui est à Diderot, 3% pour Diderot. On enchaîne assez vite avec la suivante, dernière femme de ce classement, Françoise Sagan, pareil, que je n'ai pas lu. J'ai Bonjour Tristesse qui traîne dans ma bibliothèque, donc je vais lire Bonjour Tristesse bientôt, mais il y a peut-être mieux à lire de Françoise Sagan, conseillez-moi. Mais ouais, je connais pas, donc je vais pas porter de jugement sur elle, sur son œuvre, je connais pas bien. Ensuite, Pascal Blaizou, mon Blaizou, où est-ce qu'il est mon Blaizou? Il est là, cette tête de vainqueur de mon Blaizou, pareil, je le mets dans les palus parce que j'ai lu effectivement des fragments des pensées de Pascal, qui est sa grosse œuvre. Pascal, là où il est génial, je pourrais même sans l'avoir lu le mettre dans la catégorie des génies, hein. Je vais peut-être le faire d'ailleurs, parce que écrivain, mais philosophe, mathématicien de génie, un des premiers à avoir... un des premiers inventeurs de machines à calculer, de calculatrices. C'est un physicien, c'est un monstre en fait dans tous les domaines. C'est ce qu'on appelait des esprits universels, c'est-à-dire des types qui avaient des connaissances énormes, qui étaient à la pointe dans tout un tas de domaines, ce qui aujourd'hui est plus possible parce qu'il y a trop de connaissances à avoir, mais il fait partie de ces esprits universels qui touchaient aussi bien aux sciences, à la littérature, à la philosophie, et qui avait un niveau de maîtrise incroyable dans tous ces domaines-là. Donc bon, rien que pour ça, génie déjà. Mais effectivement, je l'ai pas assez lu, alors je me tâte. Il finira dans génie, mais je le mets dans les pas lus, comme ça quand j'aurai lu les pensées un peu plus en détail, je pourrai enfin le basculer dans la catégorie des génies. 4% seulement pour notre ami Blaizou. Derrière, on enchaîne avec Patrick Modiano. Patrick Modiano, le plus récent de tous les auteurs de Stop, que je mets volontiers dans les pas lus non plus, que je ne connais pas. Pareil, dites-moi dans les commentaires, Patrick Modiano, si vous kiffez, par quoi il faut commencer, qu'est-ce qui est le plus représentatif de son œuvre, qu'est-ce qui me permettra de me faire une opinion. Aragon, déjà, je le mets dans les tops. Déjà, la casquette, ça vaut le top. Ça vaut le top largement. Très bon Aragon, poète incroyable, présent avec les surréalistes au début, qui s'est un peu écarté du groupe des surréalistes.
pour aller vers d'autres poèmes, beaucoup chantés par Jean Ferrat notamment, par Léo Ferré. Voilà, écoutez ces morceaux-là et puis lisez du Aragon, c'est très très beau. Poésie moderne mais très belle, très authentique. Voilà, j'aime beaucoup. C'est pas forcément un génie, mais c'est vraiment très bien. Marguerite Duras, je ne connais pas bien Marguerite Duras, je n'ai lu que des extraits. Margot, on va te mettre dans les palus. Pareil, dites-moi, hein, Marguerite Duras, qu'est-ce qu'il faut lire? Je me suis rendu compte que les femmes du classement, je les avais quasiment pour aucune lues. Et de fait, je lis souvent, vous le voyez, si vous regardez les épisodes de Monsieur Lee, vous voyez que ça m'arrive assez souvent pourtant de lire des œuvres écrites par des femmes. Mais clairement, Marguerite Duras, pas beaucoup lu quoi. Aiguillez-moi. Par quoi faut-il commencer? J'aime bien cette photo, elle a un bon flow. Gustave Flaubert, bien sûr. Flaubert, la stache mou déjà, donc c'est une moustache de génie. Flaubert, je le mets volontiers dans les génies, parce qu'il y a une certaine indépendance. Il était réaliste, mais pas trop non plus. Il a fait ce qu'il voulait, et puis surtout, Flaubert, bon, j'ai lu surtout Madame Bovary, à peu près comme tout le monde. Enfin en tout cas tous ceux qui ont lu du Flaubert, c'est génial parce qu'il a un recul sur ses personnages. On sent qu'il y a de l'affection pour ses personnages, mais il y a surtout beaucoup de mépris aussi quoi. Et quand on sait qu'en fait il se foutait littéralement de la gueule de ses personnages, ça donne une saveur incroyable à ses textes. Donc lisez Madame Bovary en sachant qu'il se fout de la gueule de Charles Bovary et d'Emma tout au long du bouquin, et il y a une espèce de double discours comme ça quand on a cette clé là de compréhension de l'œuvre, et c'est génial, littéralement génial. J'adore Flaubert. J'avais parlé de Madame Bovary dans un épisode de l'anecdote que je vous encourage à aller voir. C'est vraiment génial. Voilà, je le mets volontiers dans les génies. Il y a eu mieux, hein, forcément, mais excellent. Flaubert 5%, comme Duras, comme Aragon, pardon, j'avais pas précisé. Aimé Césaire, je le mets volontiers dans les sous-côtés parce que Aimé Césaire c'est génial, donc écrivain antillais, un des chantres, un des porte-parole de la négritude avec Léopold Sédar Senghor qui lui a fait ses études en France mais était sénégalais et a été président du Sénégal. Aimé Césaire lui il était martiniquais je crois. Antillais en tout cas, il a porté un peu la voix aussi de ces territoires-là, il a représenté ces territoires-là dans la grande littérature, et ça déjà c'est beau. Et puis j'avais lu au lycée Cahiers d'un retour au pays natal, qui est son œuvre la plus connue, qui est une œuvre incroyable, voilà, vraiment inclassable. Concept de la négritude, donc c'est une poésie très particulière. C'est Béatrice, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, qui m'avait fait lire le Cahier d'un retour au pays natal quand j'étais au lycée, donc qui était prof de français, enfin qui l'est toujours d'ailleurs, une amie de mes parents, et qui me l'avait prêté, qui m'avait dit il faut que tu lises ça, et il faut, si tu le peux, en fait que tu te mettes dans un espace aéré, à l'extérieur, vide, et tu cries que tu lis. Dans le Cahier du retour au pays natal, ça se lit à voix haute, ça se crie presque, c'est presque un cri de détresse, et c'est extrêmement répétitif, il y a un rythme très récurrent et qui est un peu enivrant, qui est un peu hypnotisant, c'est très beau, voilà. Donc Aimé Césaire, je kiffe, voilà, sous-côté de fou, et c'est dommage qu'il ait un peu cette place simplement de c'est un grand auteur noir quoi, c'est plus que ça. C'est un énorme auteur. Rendons un peu à Aimé Césaire ce qu'il mérite, et mettons-le... voilà, je le mets dans les sous-côtés volontiers, découvrez ça si vous connaissez pas, c'est incroyable. Allez, un peu plus, 6% avec Stendhal, et là je vais pas me faire des potes. Stendhal, je le mets en bleu, j'ai pas lu Stendhal. Voilà, j'ai lu des extraits bien sûr, mais voilà, je sais, il faut absolument que je lise Le Rouge et le Noir, on me le dit régulièrement. Je l'ai jamais lu, c'est pas bien, donc je vais essayer de corriger ça et on en reparlera plus tard. J'ai lu en revanche, ça je peux vous le conseiller, c'est très bien, 3 poètes de leur vie de Stefan Zweig, qui est une espèce de biographie croisée de Stendhal, Casanova et Tolstoï. Et j'ai lu aucun des 3. Mais j'ai lu ça jusqu'au bout, une espèce d'analyse de l'écriture autobiographique chez ces 3 auteurs-là. C'est incroyable. Donc ça c'est hyper intéressant, c'est génial. Donc lisez 3 poètes de leur vie de Zweig, qui compare du coup les façons de faire dans l'autobiographie de Stendhal, de Casanova et de Tolstoï. 6% pour notre ami Stendhal. 7% ensuite pour Rabelais. Rabelais, il va chez les génies. Cache. Rabelais, c'est un génie absolu. J'adore Rabelais. Alors, il paraît, j'ai lu Pantagruel et Gargantua. Évidemment, j'ai pas lu tiers livre, quart livre et 5e livre.
avec la quête de la div bouteille et tout ça, je les ai pas lus. Il paraît que, enfin, j'ai eu des retours en disant c'est un peu relou, on finit par se lasser. Mais alors Pantagruel et Gargantua, mais lisez ça quoi, lisez ça. Moi la première fois que je les ai lus, je pleurais de rire, c'est incroyable, c'est hilarant, c'est profond en même temps, il y a un côté rire très gras, très bon vivant, très on bouffe, on rote, on pète. Il y a une scène où il y a, je crois que c'est Gargantua qui se met debout en arrivant à Paris, debout sur les 2 tours de Notre-Dame, et qui se met à pisser et qui noie tous les Parisiens dans son urine. Bon, ça déjà pour un Marseillais, on est au top. Déjà rien que pour ça, génie absolu, génie Rabelais, respect absolu. Mais au-delà de ça, il y a des scènes tellement ouf. Frère Jean, le moine qui se bat contre des brigands en mode ninja avec un crucifix et tout. Enfin, c'est de l'humanisme. C'est la quintessence de l'humanisme, mais avec un petit vernis d'humour gras et un peu gaulois. C'est parfait. Voilà, c'est incroyable. En plus, médecin, un des premiers médecins français à avoir le droit déjà d'être prêtre et médecin, parce qu'il était prêtre. Un des premiers à avoir le droit, il a une autorisation exceptionnelle de Rome pour pouvoir pratiquer des autopsies. Il fait partie des premiers à avoir disséqué des corps pour voir un peu comment on fonctionnait. Donc c'est un type qui quand même, là aussi un peu comme Pascal, a touché à plein de domaines et voilà, un érudit incroyable, il parlait je sais pas combien de langues, voilà, et en même temps humour pipi caca par-dessus pour faire passer la pilule. C'est génial. J'adore Rabelais, donc son 7% est un peu triste, il mérite mieux que ça. Derrière on enchaîne avec Racine, je le mets évidemment chez le génie. Même si c'est pas totalement ma cam, je préfère très largement Corneille, qui n'est pas dans le top, et ça fait partie des grands oubliés justement que j'avais mis dans ma petite liste de pourquoi ils sont pas là. Corneille, si vous voulez voir Corneille dans un top qu'on fera plus tard, mettez-le dans les commentaires. Team Corneille. Je préfère Corneille à Racine, je le trouve beaucoup plus libre vis-à-vis des règles, mais Racine c'est la perfection quoi. Racine, c'est la perfection classique. Il a amené les règles de son époque et l'esthétique de son époque à un niveau de perfection incroyable. Donc Racine, un respect absolu, c'est génial. Lisez Phèdre. J'ai eu l'occasion pendant mes études de jouer Phèdre. Alors je jouais pas le rôle de Phèdre, je jouais celui d'Hippolyte, mais c'est un kiff de déclamer les vers de Racine, mais incroyable. C'est très très beau, c'est très fort, c'est très puissant. Bref, Racine, génial. Je valide. Ensuite, on est parti sur Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, où est-ce qu'elle est Simone ? Simone, pareil, catégorie des pas lus. Simone, j'ai lu des extraits de Simone de Beauvoir. Voilà. C'est tout. Je connais pas bien. Pareil. Qu'est-ce qu'il faut lire ? Alors Simone de Beauvoir, c'est un peu le couple Sartre-Beauvoir qui est connu, hein, un couple assez incroyable de 2 philosophes, 2 écrivains qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont eu une fécondité, une fertilité dans leur pensée, dans leurs œuvres. Voilà, dites-moi par quoi il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut lire. Voilà, en sachant que moi je suis plus branché fiction, hein, encore une fois, hein, c'est-à-dire que bon, les trucs de philosophie, c'est pas que ça m'intéresse pas, hein, au contraire, hein, ça m'intéresse beaucoup la philosophie, mais bon, c'est moins ma cam. Donc si vous avez des romans ou des fictions de Simone de Beauvoir à me conseiller, je suis preneur pour pouvoir me faire une petite opinion par moi-même. Et rendez-vous compte quand même comme c'est chaud à quel point la catégorie la plus remplie c'est quand même celle de ceux que j'ai pas lu quoi. Un mec comme moi qui a pas lu tous ces grands auteurs se retrouve là. Avoir en charge l'éducation littéraire de vos enfants, c'est chaud. En même temps, j'apprends toujours. Je plaisante, hein. Évidemment, tous les profs de français n'ont pas lu tous les auteurs, évidemment. Mais c'est vrai que là, c'est surtout des récents en fait, hein, que j'ai pas lu. Mais on va s'y mettre. Simone de Beauvoir, donc elle avait eu 8%. À 8% également, on a Montaigne. Montaigne, mes amis, avec sa tête de chauve là. Montaigne, génie absolu. Alors, c'est à la fois un génie et à la fois sous-coté. Je vais le mettre chez les sous-cotés plutôt. On dit ouais, Montaigne, c'est le mec qui a écrit les essais et tout. Non mais lisez les essais. Lisez les essais de Montaigne. C'est incroyable. D'intelligence, de recul, de bienveillance. Flaubert, justement, j'avais lu des correspondances de Flaubert aussi, où il disait que c'était son livre de chevet et qu'il voyait Montaigne comme un ami. Il avait l'impression d'échanger avec lui comme on échange avec un ami en lisant ses essais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Montaigne, c'est ton pote. C'est ton pote plus brillant que toi. C'est ton pote qui a plus réfléchi que toi et qui te parle de sa vie, de ses réflexions, de ses angoisses, de ses lectures.
et qui t'explique comment il fait pour essayer de devenir un meilleur être humain. C'est génial. Voilà. Et il y a une humilité, une bienveillance dans les essais de Montaigne qui est incroyable. Par rapport, donc lui on est dans l'humanisme à fond, puis en plus on est dans l'humanisme réaliste, quoi. C'est-à-dire que lui il s'est mangé de plein fouet les guerres de religion, qui a un peu calmé les humanistes qui fantasmaient un peu, à la Rabelais, qui disait voilà, le monde sera le progrès forcément positif, donc plus le temps va passer, plus on sera heureux, en paix, etc. Puis bim, guerre de religion, Montaigne il arrive à ce moment-là. Donc c'est un humanisme raisonnable, on va dire. Commencer par Des Cannibales, qui est brillant et qui est un des plus connus, un des premiers à avoir eu un point de vue aussi tranché et aussi pertinent sur la question des Amérindiens. Mais même tout le reste, quoi. Il raconte des anecdotes perso, il parle de sa peur de la mort en citant à la fois des grands auteurs antiques et ses expériences personnelles, des fois où il a failli mourir et tout. C'est incroyable. Et puis ça se lit comme ça, vous lisez un petit bout avant de dormir. Et puis ça apaise, voilà, c'est kiffant à souhait. Donc sous-côté Montaigne, sous-côté, c'est d'une puissance incroyable. 8% pour Montaigne, 8% aussi pour André Malraux. André Malraux, j'ai envie de le mettre dans génie juste pour le swag qu'il a, quoi. La petite clope, le petit col, la petite mèche, il est impeccable. Mais Malraux, j'ai pas lu Malraux. Voilà, j'ai pas suffisamment lu en tout cas pour me faire une idée. Pareil, les fans de Malraux, la team Malraux dans les commentaires, vous me dites par quoi il faut commencer, s'il vous plaît. Je veux m'y mettre. Et là, je vais choquer du monde. Pour celui d'après, 9%, Marcel Proust. Et Marcel Proust, il va dans les palus aussi. J'ai jamais eu le courage de lire La Recherche. Et c'est pas bien. Voilà, je disais tout à l'heure avec Céline, il fait partie des deux plus grands écrivains, entre guillemets, des deux meilleurs du XXe siècle peut-être, en termes de romans, en termes de travail sur la langue. Céline, il m'a fallu beaucoup de fois avant d'arriver à le finir, le voyage. Et Proust, j'ai jamais eu le courage encore. Donc je vais m'y mettre. Je vais commencer peut-être du côté de chez Swann bientôt pour me faire mon idée. Voilà, mais Proust, je pense qu'il ira dans les génies du coup. Il ira probablement dans les génies. Voilà pour Proust. Et puis le dernier de cette première partie de top, je suis choqué de le voir si bas à 9%, c'est Arthur Rimbaud. Choqué de ne pas le voir plus haut dans ce classement. Évidemment dans les génies. Rimbaud, c'est la définition du génie. C'est la jeunesse, c'est l'icône de la poésie, de la liberté poétique, de la liberté de créer. C'est le mec qui a écrit pendant son adolescence et qui a 22-23 ans a totalement cessé d'écrire pour partir faire du commerce en Afrique de l'Est. J'en avais parlé un petit peu quand je parlais de sa correspondance dans un épisode de Monsieur Lee aussi, mais incroyable. Lisez Une saison en enfer, lisez Les Illuminations, lisez les poèmes de Rimbaud, lisez Le Dormeur du Val. Voilà, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est très fort, c'est très puissant. Et puis c'est une icône, quoi. Un peu comme, d'ailleurs, c'est le seul, vous voyez, où c'est un street art que j'ai mis comme illustration pour classer Rimbaud dans ce top. C'est le Che Guevara de la littérature, de ce point de vue-là, en termes de symbole. Donc Rimbaud, génie absolu, définition du génie. Donc c'est clair qu'il est tout là-haut. Voilà, on a classé les 20 derniers. Maintenant, on va classer les 15 premiers la prochaine fois. Donc on se retrouve samedi prochain pour ça. Et samedi prochain, du coup, on classera tous les autres. Et puis voilà. N'hésitez pas, je vous l'ai dit dans les commentaires. Alors vous avez vu, ils sont en dessous. Ils sont en dessous les autres qui sont pas encore rentrés. Mais si vous voyez des auteurs auxquels vous pensez qu'ils sont pas dans ceux qu'on a classés et qui sont pas dans ceux qui sont en dessous, mettez-les dans les commentaires. On fera un classement des oubliés, on l'a dit. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain Café sans sucre. Salut.